Bienvenue dans Manager l'Odyssée, votre rendez-vous hebdomadaire sur Be Smart for Change. 28 minutes en immersion dans le quotidien d'un manager. Devenir un bon manager ne s'improvise pas. Aujourd'hui, j'accueille Claudia Ruza, directrice générale de Positive, une association engagée depuis 2006 pour l'inclusion sociale. Claudia accompagne les personnes en situation de précarité vers l'entrepreneuriat. L'histoire de Claudia est nourrie par un héritage familial d'immigration et une passion innée pour la justice sociale. C'est cette révolte contre l'injustice qui l'a poussée à s'engager pour montrer qu'une autre voie est possible, un engagement porté par l'envie de donner aux autres les moyens de prendre leur place, d'entreprendre et de se réapproprier leur destin. Elle nous raconte son parcours, ses choix, ses épreuves et comment sa vision a façonné la façon dont elle dirige son organisation aujourd'hui. Bonjour Claudia. Bonjour. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Oui, merci d'avoir répondu présente à mon invitation. En préparant cette émission, vous m'avez parlé d'un sentiment de révolte inné contre l'injustice. Quelles premières expériences ont nourri ce sentiment chez vous? Je pense que c'était très familial finalement. Je suis une petite fille d'immigrés italiens, donc qui a traversé l'Italie à pied juste après la guerre. Ils n'avaient pas forcément l'argent, pas forcément les codes, mais une grosse envie de travailler et de nous offrir un avenir meilleur. Et donc en fait, je pense que c'est ça qui a façonné finalement mon engagement et qui a révélé ce sentiment de se dire que peu importe d'où on venait, qui on était ou quoi que ce soit, il fallait qu'on soit traité de la même manière ou en tout cas qu'on puisse avoir accès aux mêmes choses que tous les autres. Et donc vous diriez que plus durablement, ça a façonné vos choix de vie et votre carrière? Oui, parce que comme je le dis souvent, je suis née énervée et donc ça fait aussi c'est-à-dire de remettre en cause les choses fréquemment. J'ai toujours été un peu rebelle, même quand je faisais du sport à haut niveau, ce qui, je pense, a aussi un peu freiné ma carrière. Ce sentiment en fait de se dire que et on le voit en ce moment, je trouve, dans l'actualité, les choses peuvent aussi tourner très vite et donc qu'il est nécessaire de jamais se dire qu'on est arrivé au bout d'un chemin, mais de mener le combat en permanence sans être dans un combat violent, mais en tout cas dans un engagement qui nous permette de façonner la société à l'image de ce qu'on imagine d'elle, quoi. Et vous meniez une carrière sportive dans quelle discipline? J'ai fait du foot Ok. pendant longtemps à l'OL. C'est à ce moment-là que j'ai finalement passé une partie de mon adolescence dans les quartiers, puisque mon sport-études était à Vaux-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise, et à Mermoz, dans un quartier de Lyon. Et ça a aussi nourri, alors mon côté engagé était déjà là, mais ça a aussi nourri en tout cas le goût du combat, on va dire, parce qu'on est sportif de haut niveau, qu'on doit être performant régulièrement, ça nécessite d'avoir vraiment l'âme d'un ou d'une combattante, en tout cas. Et je pense que ça aussi, finalement, ça fait un lien assez fort avec mon engagement depuis toute jeune, quoi. Et ça, vous diriez que ces caractéristiques très sportives de haut niveau, c'est quelque chose qui vraiment vous imprègne encore aujourd'hui? Dans votre façon de travailler, de manager, Oui, parce que pour moi, il y a, par exemple, quand on recrute quelqu'un, j'aime bien savoir s'ils ont fait du sport et des sports collectifs principalement, parce que je trouve que il y a quelque chose du sentiment de don à l'autre d'une certaine manière quand on fait du sport de haut niveau. Si le copain il perd la balle, il faut aller récupérer, il faut penser collectif. Et donc oui, en tout cas, dans mon parcours de manager, il est assez je suis assez jeune en termes de carrière, donc il est pas encore au bout de son chemin et je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Mais en tout cas, ça compte pour moi, cet esprit d'équipe et ce sens du combat, de l'engagement et de se dire comment je peux faire mieux, quoi. Et qu'est-ce qui fait que cette carrière s'arrête? La carrière du foot, Ouais. c'est parce que honnêtement, à l'époque, je pense que il y a plusieurs raisons. Un, je pense que j'avais pas c'est assez militaire d'une certaine manière quand on est sportif de haut niveau, puisque il faut faire attention à ce qu'on mange, pas trop sortir, pas avoir vraiment d'idées politiques ou quoi que ce soit, ce qui était pas mon cas. Donc j'avais Ou du moins ne pas les affirmer, ouais, quoi. voilà, pas les affirmer, exactement. Pas ne pas les avoir, mais en tout cas éviter de les affirmer. En tout cas, c'est ce qu'on nous disait à l'époque. Et alors que moi, j'avais fait du foot aussi parce que déjà c'était un jeu, une passion pour moi. Je m'amusais beaucoup. Et puis
c'était aussi un moment où le foot féminin n'était pas du tout connu, donc c'était aussi une certaine affirmation de soi pour les filles de l'époque de faire du foot et qu'on essayait d'une certaine manière parfois de gommer, en tout cas parce qu'on pouvait pas manifester, parce qu'on pouvait pas faire certaines choses et donc et une fois que moi finalement, j'avais l'impression que je pouvais plus, m'affirmer, être moi ou quoi que ce soit, j'ai été beaucoup moins sérieuse aux entraînements, j'ai eu d'autres volontés et donc ben, j'ai pas progressé alors que les autres sont devenus meilleurs. Donc je pense qu'il y a à la fois une question de, être dans un moule dans lequel j'arrivais plus à être et puis, une question de mental aussi parce que peut-être si j'avais eu le mental en me disant: finalement je préfère, tout donner, pour, devenir sportif de haut niveau, que privilégier mes convictions, on va dire, peut-être que j'aurais pu y arriver, mais Vous ne vous donc il y a sentiez un petit pas, peu spécialement aligné, non, pas spécialement aligné, puis, Mmh. oui, pas je le voyais pas non plus comme, quelque chose que je ferais toute ma vie. Ouais. Voilà. Ouais. Et pour clôturer la parenthèse foot, parce que vous l'avez dit, c'était plutôt quelque chose encore plus à l'époque, de considérer comme étant masculin. Comment vous y êtes venu au foot? Comme je suis d'une famille d'Italiens, Ah ouais. c'était la religion, le foot, Les dans la napolitains? famille. Pas très loin, ouais, Ouais. entre Rome et Naples. Donc Et on sait ce que c'est. donc C'est une voilà, religion. c'était une vraie religion, donc c'est ça qui a fait que Mmh. j'en ai fait, directement, même si ma maman a fait en sorte que essayer de me faire du tir à l'arc, de la danse, du tennis, tout pour éviter que je fasse du foot, mais bon, finalement, j'y suis arrivé. Et donc, est-ce qu'il y a eu un élément, déclencheur qui, vous a poussé à vous engager, dans l'accompagnement des personnes, précaires, vers la création d'entreprises, à savoir la promesse de Positive, Alors, bah, je pense que mon parcours finalement m'a mené à ça sans l'avoir, profondément, conscientisé Ouais. ou cherché. Mmh. Mais c'est vrai que le fait, d'être née et née et d'avoir une famille, d'immigrés italiens où le travail était vraiment pour nous, c'était extrêmement important. J'avais mes parents qui travaillaient, on avait des modèles finalement de personnes qui travaillaient et je vois qu'ils avaient réussi finalement. Mes parents ont réussi par le travail et donc parfois quand on est personne, ou quand on se sent personne surtout, parce qu'on est toujours quelqu'un, mais pour devenir quelqu'un, le travail, ça peut être un facteur, très Mmh. émancipateur. Mmh. On peut trouver sa place dans la société. Et puis le troisième qui était que, bah, j'avais été en quartier pendant, mon adolescence. Hem, c'est ces 3 raisons finalement qui font, Mmh. c'est vraiment l'alliance de tout ça, positive. C'est, la lutte contre les discriminations d'une certaine manière, la promotion du travail comme un facteur d'émancipation et d'inclusion sociale et puis les quartiers parce que c'est un terreau où il y a plein de talents, c'est malgré tout ce qu'on entend, il y a une vraie intelligence de la vie, un sens de la débrouille assez incroyable et je pense Ouais. une des clés et des solutions pour la croissance économique de la France, j'en suis persuadé, se trouve dans ces quartiers-là. Mmh. Donc voilà, c'est ça qui finalement m'a mené à Positive. Mais ça a été un concours de circonstances puisque c'est une amie que je connaissais qui m'a juste dit, je sais pas si tu connais, mais il cherche quelqu'un et j'ai postulé et puis Donc là, vous c'est ça. sortiez d'études, c'était, Non, j'avais déjà eu une petite expérience dans un truc pour le coup qui me plaisait pas tellement, mais j'avais décidé de venir à Paris par amour, donc il fallait absolument que je cherche du taf et donc j'étais devenue assistante marketing et com. Je suis atterrie dans un beau bel appartement de 15 mètres carrés avec les toilettes sur le palier, c'était assez incroyable. la 1re expérience parisienne. C'est ça, c'était génial Mmh. et donc j'avais été assistante marketing puis responsable marketing, mais après j'avais cherché autre chose et c'est à ce moment-là que j'ai croisé la route de Positive. Et donc ça, c'était en 2014? Oui, exactement, je suis Mmh. rentrée chez Positive en juin 2014. Mmh. Et donc je le disais, Positive accompagne depuis 2006 des milliers de personnes dans la création d'entreprises. Quelles sont les valeurs, fondatrices de Positive? Les valeurs fondatrices, je pense que c'est, hem, le travail comme une solution d'émancipation déjà. Je pense qu'il y a un sujet aussi d'autonomie, c'est-à-dire en fait, dans les quartiers, ils attendent pas des faveurs, ils attendent juste des opportunités, équitables et donc je pense que ce sujet de l'autonomie et juste de donner les moyens, c'est Mmh. eux qui prennent leur place, on leur donne pas la place, Mmh. mais on leur donne les moyens, ça, je pense que c'est important. La proximité, c'est-à-dire, être implanté, à fond dans les quartiers, vraiment en hyper proximité avec les habitants Mmh. et puis, bien sûr, la vocation et l'engagement, je pense que c'est une valeur Mmh. forte, chez Positive. Il faut pas se dire qu'on aide juste des gens à créer leur boîte. On n'est pas, et sans jugement de valeur ou Mmh. quoi que ce soit, mais on n'est pas une boîte à cabis ou on n'est pas là juste pour immatriculer les gens, on est vraiment là Mmh. pour faire en sorte qu'ils trouvent leur place dans Mmh. la société. Et comment ces valeurs fondatrices, est-ce qu'elles se traduisent dans votre façon de gérer au quotidien?
Je pense que ça va être très bisounours ce que je dis, hein, mais c'est l'humain en fait. Pour nous, c'est l'humain au cœur de tout. Et donc moi aussi, dans ma manière d'approcher, de travailler avec les équipes qui m'entourent, il y a une vraie proximité le management, c'est très théorique. Quand on est directeur ou directrice générale, on nous met plein de choses dans la tête sur quand on lit les bouquins de management, il faut être assez éloigné de ses équipes, il faut avoir une posture spécifique. Mais moi, je suis pas comme ça. Et je dis pas que c'est la bonne manière Vous êtes beaucoup je plus suis. intuitive. Oui, je suis très, voilà, je fais Ouais. énormément confiance à ce que je perçois, à ce que je ressens. Et puis, j'essaye d'être en tout cas un maximum à l'écoute des équipes et de faire en sorte d'avoir une approche humaine comme nous, on peut l'avoir avec les entrepreneurs qu'on accompagne. Et vous êtes toute seule à prendre les décisions? Globalement, la plupart des décisions, oui, je les prends seule. Après, il y a Est-ce que malgré tout, vous, en tant que dirigeante, vous avez, sinon des mentors, mais des personnes à qui vous référez, sur qui vous reposez quand vous avez un doute? Oui, Ce qui arrive forcément. Oui, complètement. Là, il y a, déjà dans la structure, hein, il y a le président qui est Jacques Attali qui reste présent, Karim Tadjedine qui est le vice-président qui vient d'arriver chez nous aussi, avec qui on échange beaucoup et qui m'appuie beaucoup et qui me donne des conseils. Puis il y a aussi quand même dans mon équipe, parce que c'est moi la direction générale, mais il y a David Page qui est directeur général adjoint et Joël Pain qui est directeur délégué, avec qui en fait on échange énormément, ce qui m'aide aussi parfois à me rassurer dans les décisions que je pourrais prendre. Oui. Ou pas d'ailleurs. Et vous êtes combien en tout et pour tout On est chez Positive? quasiment 90. Quasiment 90, oui. Et comment on trouve cet équilibre justement entre la dimension humaine qui est fondamentale chez Positive et dont vous venez de parler, et de votre engagement, et la gestion pure de l'association où parfois il faut juste être pragmatique? C'est extrêmement difficile. Et puis moi, j'ai aussi entre plein de manières différentes. C'est-à-dire quand je suis arrivée, en plus, comme j'ai progressé dans la structure, j'ai été aussi collègue avec des gens que je manage aujourd'hui. Oui, parce qu'il faut le dire, vous êtes arrivée en tant qu'assistante C'est ça. de communication et partenariat. Exactement. Et aujourd'hui, donc 10 ans plus tard, un peu plus de 10 ans plus tard, vous êtes à la tête de Positive. Oui. Et c'est vrai que ça a été à la fois très flatteur. En tout cas, j'étais contente qu'on me propose cette opportunité-là. Mais c'est vrai que j'avais fait aussi une partie de mes classes avec mes collègues qui étaient mes collègues. Donc, ça a été assez, au départ, j'ai eu beaucoup de sentiments d'imposture, et ça c'est souvent, et notamment chez les femmes, et de légitimité. Donc au départ, je me suis dit, il faut absolument que je sois dure, je sois ferme ou quoi que ce soit. Puis après, 2 mois après, je me disais, non, mais non, ça te correspond pas. Et donc, sur ça, je vais dire, j'ai laissé tomber un peu les barrières ou quoi que ce soit. J'essaye d'être juste. Je pense que c'est quelque chose qui est essentiel, c'est-à-dire de prendre des décisions qui sont, et ça je le dis souvent aux équipes, ce n'est pas que je me désintéresse de l'intérêt individuel, puisque si je peux satisfaire l'intérêt individuel, bien sûr que je le fais, mais je suis concentré sur le fait de prendre les décisions les plus justes et dans l'intérêt collectif, dans l'intérêt de la structure, quoi. Donc c'est pas facile parfois. Est-ce que vous avez le vertige parfois de cette nouvelle... parce que ça date de quand cette nouvelle prise de fonction? Depuis, alors en 2020, j'avais déjà pris un poste de direction. C'est-à-dire que ça s'est quand même fait Ça progressivement. s'est fait progressivement. Et là, dans la structure d'aujourd'hui, la Positive, parce que je gérais une autre structure de Positive avant. On a tout fusionné, donc maintenant il n'y a plus que celle-là. Mais donc j'ai commencé en 2020 et en 2022 dans celle-ci. Et parfois si, ça a été vertigineux, mais je trouve que le plus important, je pense que c'est de pas aller contre ses valeurs. C'est-à-dire que quand je voulais jouer le rôle de la fille qui tape dessus, alors qu'au fond, moi, j'ai fait un tape dessus. Et ferme, hein, bien sûr. Alors qu'au fond, j'étais pas complètement certaine que ce soit la bonne approche. Mais en vrai, je me suis plantée. C'est là que ça va. Et je pense qu'il faut surtout être aligné avec ce qu'on est. Et quand on a cette vision, je pense, de l'intérêt collectif, et qu'on sait expliquer les décisions. Bien sûr que je suis dur maintenant aussi, hein, je suis obligé de l'être mais quand je considère que la décision elle est juste, quand on a prévenu, quand on a été transparent ou quoi que ce soit, et que les choses ne bougent pas, je pense quand même qu'il faut. Je crois au cadre quand même dans les entreprises. Oui, même dans une association. Parce que nous, on est une grosse, on n'est pas très très grosse asso, mais voilà, on est à 6 millions d'euros de budget, 85 personnes, 85-90 personnes. Ça reste une association employeuse où on est soumis, voilà, aux mêmes pressions que
une PME. On est une PME en réalité, hein. Donc, Et ce syndrome de l'imposteur, il vous traverse encore? de temps en temps, oui. Ouais. De temps en Comment temps. on lutte? Comment on lutte? On attend que ça On passe? bosse, en fait, je crois. En fait, je crois que moi, mon moyen, c'était de lutter par la preuve d'une certaine manière et de me dire, bah non, t'as vu, là, finalement, regarde où on en est, regarde où on était, regarde où on en est. Donc, de me rassurer par la preuve, même si j'ai fait plein de mauvais choix et que j'en referai encore 1000. Mais je pense que ouais, la meilleure manière de lutter pour moi, c'était de bosser. Et puis parfois aussi juste de se dire, allez, stop. Ouais. Je vais voir mes amis Oui. et je vais prendre du recul. Et puis c'est pas tout. On se définit beaucoup par son travail. Moi, beaucoup aussi. Mais je pense qu'à un moment, il faut aussi Savoir prendre du débrancher. recul et de se dire, parce qu'en fait, après, ça dépasse. C'est-à-dire que si on se sent illégitime là, on peut avoir aussi ce sentiment illégitime dans la vie ou quoi que ce soit. Donc, je pense que parfois, il faut juste se dire, Ouais. c'est pas parce qu'on a des échecs qu'on est illégitime ou que quelqu'un aurait fait mieux. En revanche, je pense pas à la durabilité à ces postes-là. Je pense qu'il faut que ça tourne. Pourquoi? Parce que je pense que un directeur général est un directeur d'un moment qui apporte quelque chose en fonction de l'histoire. En fait, c'est quelque chose de très mouvant, une entreprise ou une association. Enfin, ça évolue en même temps que le contexte et ça demande énormément d'engagement. C'est très physique d'une certaine manière. Et donc, je pense et quand on est à ces postes-là, notamment dans les associations, il faut se donner à 12 000%, que ce soit pour les équipes, pour les bénéficiaires qu'on accompagne. Et donc, je pense qu'à la fois, à un moment, il y a un sentiment d'épuisement, peut-être, et puis aussi d'avoir une nouvelle vision sur des choses que la nouvelle génération, ou pas que la nouvelle génération, mais que des gens un peu plus frais pourraient apporter. Donc, je pense qu'il faut pas s'enterrer à ce genre de poste. Il faut y passer un certain temps pour avoir des résultats, mais qu'il faut penser aussi à un moment à passer la main. Et cette trajectoire en interne qui est assez exemplaire quand même, est-ce que vous l'érigez comme un modèle au sein de la société, enfin de l'association pardon, est-ce que c'est plutôt inspirationnel? Est-ce que vous encouragez les autres à gravir les échelons? On le fait, oui. On essaye un maximum Ouais. de faire de la promotion interne. Après, moi, j'en fais pas un axe d'inspiration particulier, même si certains me disent que je pourrais, mais non, je dis juste qu'en revanche, ça fait longtemps. Pour moi, ce qui est important, c'est de rappeler que je connais vraiment bien ça, c'est important pour moi, plus qu'en termes d'inspiration. Mais on est plusieurs à avoir eu cette trajectoire-là. David Page, qui est le directeur général adjoint aussi, il est arrivé au service civique, il est directeur général adjoint aujourd'hui. Donc, c'est un peu ce qu'on essaye parce qu'en fait, je pense que l'ADN chez nous, il est très lié à l'engagement, au côté mort de faim, on lâche rien, on sait pourquoi on le fait, on accompagne des gens avant des entreprises, donc on est là pour changer le monde, en fait, entre guillemets, hein. On est là pour changer, on veut que cette société, elle évolue avec notre vision. Donc, quand les gens sont vraiment comme ça, ils progressent chez nous. Oui. Et justement pour aller plus dans le cœur de ce que vous faites, quelles sont les difficultés rencontrées par les personnes en situation de précarité lorsqu'elles souhaitent créer une entreprise? Alors, dans les quartiers, parce que nous, on accompagne principalement les habitants des quartiers et les bénéficiaires des minima sociaux. Donc, c'est deux populations qui sont plutôt précarisées, puisque les freins dans les quartiers, la plupart du temps, c'est le manque de réseau, le manque d'informations, en tout cas de connaissances de dispositifs existants, le manque de financement. C'est pas tant qu'il y a pas de financement, mais c'est que ils en ont pas connaissance. Ouais. Et puis aussi, et puis deux autres, on va dire. Un qui est le manque de local. Vraiment, dans les quartiers, il y a des locaux qui manquent. Donc, pour se développer quand on a créé son entreprise, c'est compliqué. Et puis, je pense qu'il y a un problème plus général, hein, de la vision et de l'image des quartiers, qui fait que ça freine souvent les progressions quand on va voir un banquier, ça freine la progression quand on veut avoir accès au foncier, etc., etc. Et justement, parce qu'il y a 25 000 entrepreneurs accompagnés depuis la jeunesse de Positive, est-ce que, j'imagine qu'il y a plein d'histoires, mais est-ce que là, il y a une histoire un peu inspirante qui vous vient, que vous pourriez nous partager? Oui, il y en a beaucoup. Je peux parler de Mounia Crip qui a lancé Inky, qui vient de Trappes, qui a lancé donc cette entreprise qui transforme le marc de café en encre. Et donc là, elle a déposé un brevet, elle est en train de travailler au Canada là-dessus. La trajectoire est folle. Si demain elle arrive à ça va être compliqué, mais si elle arrive demain à industrialiser le process, elle peut aller toucher
tous les marchés de l'imprimerie mondiaux et le marché est énorme. Ou alors parfois, parce que pour moi, souvent on parle de success story, on a l'impression qu'il faut qu'ils aient fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, qu'ils aient recruté ou quoi que ce soit 12 000 personnes. Mais souvent, une success story, c'est de se dire ils venaient d'un milieu compliqué, ils ont bossé comme des acharnés et ils s'en sortent, créent leur propre emploi, ils en vivent, ils inspirent les jeunes et il y a une dynamique économique locale qui se met en place. Pour moi, ça aussi, c'est une success story. Je peux penser aussi à Khadija Ben Yahya qui a créé Finition Net Bâtiment, qui a reçu un prix d'ailleurs à l'Élysée il y a peu de temps, qui est une jeune fille de 23 ans qui travaille dans le BTP, qui a six salariés et qui aide notamment, elle essaye d'aider en embauchant des femmes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc elle a un potentiel de dingue. Enfin, je veux dire, elle réussira, c'est sûr, il y a aucun doute. Et voilà, en fait, ce qui est, on va dire, la différence de positif, c'est que on accompagne, nous, des métiers de l'économie du réel, du quotidien. C'est-à-dire, on n'est pas, on entend souvent parler de la tech ou quoi que ce soit, on en a des projets à 5 à 10% qui sont importants, qui sont de la tech ou quoi que ce soit, mais ça va être des gens que vous voyez tous les jours, en fait, qu'on accompagne et qui créent leur emploi et qui offrent un service direct et qui répondent à un besoin. Vous l'avez dit tout à l'heure, la solidarité et l'ingéniosité que vous avez observées, notamment la période dans laquelle vous étiez footballeuse et que vous étiez dans un quartier, ce sont des valeurs clés pour vous. Dans quelle mesure est-ce qu'elles vous imprègnent aujourd'hui, ces valeurs justement? Je pense que c'est un peu encore une fois la clé et le cœur de positif, c'est-à-dire que on fait tous dans un esprit de solidarité, je pense qu'on fait. Donc ça imprègne aussi dans le fait que encore une fois, je pense que parfois dans le travail, on est submergé, on arrive aussi avec nos problématiques perso ou à un moment on est débordé ou alors à un moment on a moins de trucs ou quoi que ce soit. Et je pense que cet esprit de solidarité, il est absolument indispensable entre collaborateurs, entre collègues. Et aussi, nous, bien sûr, envers les bénéficiaires qu'on accompagne, il y a un esprit de solidarité fort, à la fois qu'on essaye de créer en les aidant, mais aussi en les mettant en relation avec d'autres entrepreneurs qu'on accompagne. Et puis sur l'ingéniosité, franchement, pour travailler dans le monde associatif depuis 10 ans, je pense qu'il faut être extrêmement ingénieux puisque les fonds sont quand même limités. On n'a pas les mêmes opportunités que dans le privé. On a bien sûr des opportunités, mais il faut être extrêmement ingénieux parce que comme je disais, les fonds sont limités, donc même quand on veut communiquer, il faut trouver les moyens de le faire. On a des fonds limités avec un besoin d'émerger, avec tout ce qu'on voit en termes de concurrence et d'autres réseaux, enfin de concurrence et de partenaires, hein, bien sûr, qui émergent. Donc on a besoin d'être extrêmement créatif. Et on l'a dit, l'engagement positif implique de s'attaquer à des problèmes systémiques. Comment est-ce que vous maintenez votre motivation, vous, personnellement? Moi, personnellement, je crois que je maintiens ma motivation quand je pense à l'avenir et quand je pense, ça va être très très bateau ce que je dis, mais quand je pense à ma fille aussi, de dire en fait à chaque fois j'y pense, j'ai une petite fille de 2 ans et demi, je me dis comment elle grandit dans des conditions plutôt bien. Et donc je me dis comment elle va continuer finalement à se dire qu'il y a des choses inacceptables. Donc comment on garde l'engagement? Je pense que c'est en regardant tout ce qui va pas, quoi. Moi, je pense que tant qu'on entendra certaines choses, parce que je suis engagée aussi titre personnel sur la cause féministe, je veux dire voilà, tant qu'on entendra des choses qui correspondent pas à ma vision de la société, je resterai engagée. Et qu'en est-il de l'engagement de vos équipes? Comment, parce que, comment, faire adhérer à un projet, c'est une chose, mais maintenir la motivation des équipes au quotidien? C'est extrêmement difficile. C'est un combat de tous les instants, entre guillemets. C'est-à-dire que ils sont très engagés de base. C'est-à-dire que s'ils sont chez nous, la plupart du temps, je veux dire, voilà, la grande majorité des équipes savent pourquoi elles sont là et ce qu'elles ont envie de faire et et elles partagent cette même vision du monde. En revanche, c'est vrai qu'après, il y a la réalité du quotidien, les conditions dans lesquelles on travaille, les gens qu'on accompagne ou quoi que ce soit, qui arrivent parfois avec tout leur bagage, tout leur passé. Donc, le métier qu'ils font est difficile. Donc, à la fois, je pense qu'ils se sentent extrêmement utiles et donc ça participe au maintien de l'engagement. En revanche, je pense qu'il est souvent important de leur rappeler que voilà, ce qu'ils font, c'est pas juste de créer dans l'entreprise, mais qu'ils participent vraiment à une société
plus juste, plus Mmh. positive et plus inclusive, quoi. Et comment est-ce que vous voyez, l'avenir de l'insertion, professionnelle, s'agissant des quartiers populaires? S'agissant des quartiers, je pense qu'elle devra être encore plus humaine parce qu'en fait, on est en train de dématérialiser pas mal de choses. On est en train de voir l'émergence de l'IA qui est un outil, formidable, sur plein de choses. Mais ce qui va amener, je pense, à repenser en fait, plus il y aura de ce genre de d'outils, plus il faudra être humain. Donc, je vois vraiment, l'insertion professionnelle dans les quartiers comme une réhumanisation, pardon, de ces territoires. Puisqu'en fait, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire quand on voit ce qui marche dans les quartiers, c'est Mmh. vraiment le lien, la proximité, l'accompagnement humain. Donc, je pense qu'il sera encore plus humain que ce qu'il est aujourd'hui, même si ça va à Vous êtes plutôt contre-courant. optimiste? J'ai pas un naturel très optimiste. Mmh. Parce que ça, c'est ce qu'il faudrait, enfin, ce vers quoi vous voudriez tendre. C'est ce Est-ce vers quoi que vous êtes optimiste, vous, fondamentalement? je sais, en fait, je suis pas très optimiste de manière générale, mais en plus, je crois qu'être optimiste ou pessimiste, c'est être dans une position de spectateur d'une certaine manière. C'est-à-dire, je suis optimiste non, moi, je participe, donc je sais pas ce Mmh. qu'il en deviendra demain. Je suis ni optimiste ni pessimiste. J'agis et j'essaye de tendre vers un optimisme, mais c'est vrai que quand souvent on se dit est-ce que tu es optimiste ou quoi que ce soit, on a comme si on n'avait pas le pouvoir dessus, d'une certaine manière, on regarde les choses se faire. Est-ce que tu es optimiste? Non, moi, je suis assez réaliste et je pense on peut y arriver. Je pense qu'il faut qu'il y ait une ambition politique qui soit forte, qu'il y ait des moyens qui soient mis. Et puis, il y a un gros travail, je pense, sur la représentation des quartiers. Je pense sincèrement qu'il faut arrêter de voir les quartiers comme des quartiers à problème, mais plutôt comme des quartiers à potentiel, quoi. Mmh. On se rapproche déjà de la fin, c'est la dernière question, c'est passé très vite. Si vous deviez, transmettre, un seul message, aux managers qui nous regardent, managers en devenir, ou managers confirmés? Mmh, si je devais transmettre un seul message, elle est difficile cette question. Vous, en tant que dirigeante, Oui, oui, est-ce en qu'il y tant que a dirigeant, moi je dirais, de rester aligné, je pense, avec ses valeurs, avec qui on est. On peut pas être le manager des livres. On peut être que le manager de notre parcours, de notre vie, et des gens avec qui on travaille. mmh, Donc, je pense que je dirais rester aligné mmh. avec qui on est, puis agir dans l'intérêt, collectif et de l'ensemble des collaborateurs. Merci beaucoup. Ce sera Merci à vous. le mot de la fin. Merci, beaucoup Claudia d'avoir partagé, votre parcours avec nous. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Manager l'Odyssée.